Alors pourquoi je ne débourre pas mes exercices de plat sur le terrain? C'est parce qu'en fait je ne veux pas de conflit avec le jeune chien. Je ne veux pas que les conflits en fait se répercutent dans l'entraînement plus tard et que le chien imagine que le conflit fait partie de l'entraînement. Après c'est une histoire de fou et on n'arrive jamais à s'en sortir trop bien de ce genre de situation. Donc quand je rentre sur le terrain, je veux que l'exercice soit le plus clair possible pour justement éviter les conflits et pouvoir travailler l'exercice, le peaufiner, le mettre vraiment au centimètre de la discipline, si c'est du ring ou du monde du ring, pour essayer d'être le plus propre possible. Donc on ne peut pas travailler vraiment une fonction à 100% d'un exercice si on risque d'avoir un conflit. Je vais vous raconter justement une anecdote sur ce sujet. J'avais une jeune malinoise qui ne rendait pas les objets. Elle les gardait pour elle. Donc j'avais déclaré le rapport d'objet en pistage. Donc la chienne elle était toute contente de découvrir l'objet, de le trouver et de le prendre. Donc là sur le coup j'avais pas de mâchonnage, hein. Mais elle voulait pas me les rendre. Donc c'était pas très grave. J'ai dit je vais me creuser la tête pour trouver une solution, sans violence ni brutalité, pour qu'elle me les rende volontiers. Donc j'avais travaillé un système de prends-donne, 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 et comme je n'aime pas récompenser le chien avec une friandise, une balle ou autre chose, je dis je vais bien trouver un biais pour qu'elle me le ronde un jour, avant de mettre l'exercice sur le terrain, parce que quand vous commencez à avoir un problème de ce style sur le terrain, si c'est ça, puis après c'est une position refusée, puis après c'est si, on n'en finit plus. Moi je ne veux pas de conflit de ce genre, donc je travaille à côté, je vous dis à 80%, même si c'est pas un peu plus, et quand les exercices, je suis certain que le chien les a compris, parce que c'est surtout ça le but. Encore une fois, je vais citer André. André disait que le chien était content d'avoir compris l'exercice, et il était content de le refaire à goût. Voilà, le but de l'obéissance, c'est ça. Le but, ce n'est pas d'obliger un chien à faire quelque chose. Là-dessus, il faut être bien d'accord sur ce genre de procédé avant d'entreprendre quoi que ce soit. Dinard. Vous voulez venir voir, Laura? Vous venez apprendre deux, trois trucs. Pas bouger. Ok. Pas bouger. Bon, vous voyez déjà, là, il a pas assis, pas bougé. Donc on va dire qu'on est en appartement. Mais il est bien brave Et celui-là. que là, assis, pas bougé. Assis, pas bougé. Hein, Et là, il y a alors, son assis, pas tapis. bougé. Oh, tu es gentil. Oui, ça, il est très familier. Et très Une brave mordeur. bête, hein. Dinard, viens. Dina, Viens au pied. par exemple, quand il est de mettre sa patte sur mon pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a confiance. Ah bon? Dinard, en avant, couché. Ça veut dire qu'il a un tapis, je l'envoie sur son tapis. Il a compris parce que je lui ai appris. Mais il le fait pour vous faire plaisir ou il le fait Oh parce non, qu'il a il le fait peur? parce qu'il a compris. Ah. Peur de quoi? De vous? Non, non, jamais. Et s'il ne le fait pas, il va prendre un coup de Non, pied? jamais. Non. Non, je dis on a le droit à l'exigence que lorsqu'on a été compris. D'accord. Je dis le dressage, c'est l'art d'être compris sans empiéter dans le caractère du chien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dinard au pied. Viens. Alors, les vertus du dressage aussi, viens, c'est que, allez, à ta place, c'est qu'on peut le faire 45 fois. C'est-à-dire un chien qui n'est pas dressé, on lui dit une fois et il ne le fera jamais deux fois. Mais un chien dressé, il le fait autant de fois qu'on veut. Ah oui. Là, si je lui demande d'aboyer, Faites-lui dire bonjour. Dinard au pied. Bonjour, je ne sais pas comment on fait. Ainsi. Et vous ne le récompensez Dinard en avant. Non, il n'a plus besoin. Couché. Mais je ne récompense pas. J'essaye de les faire se passionner pour ce que je leur demande, ce qui empêche de récompenser. Mais tous les chiens peuvent ne pas marcher à l'amour de ce Ils le qu'ils font sont. parce qu'ils aiment ça ou pour vous Ils le faire font plaisir? parce qu'ils aiment ça. Ah bon? Dinard Ouais. au pied. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on apprend. Viens au pied. Viens. Assis. Je lui apprends à prendre un objet. Donc nous, on ne lance pas l'objet. On apprend d'abord au chien, prends, garde. Voilà, garde. Garde. Pas bouger. Là, il ne le recrache pas. Qui veut aller là-bas pour lui demander le portefeuille? Attendez, Va là-bas, j'y vais, pardon, ça oui. m'éclate, moi. Voilà, à sa Je place. suis impressionnée, là. Dinard en avant. Assis. Attends, laisse-le s'asseoir. Assis. Prends-lui et dis donne. Dan. Dan. Voilà. Maintenant, tu lui gentil, redonnes, il me le ramène. Ils jouent ensemble, c'est quoi? C'est une complicité? Oui, moi, j'essaye de lui faire comprendre. Va voir la jeune fille qui est là-bas. Tiens, Dinard. Viens, bonjour à Laura. En avant. À ta Laura. place. Assis. Assis. Voilà.
Ah, il n'est pas farouche, hein? Bah, s'il était farouche, on ne pourrait pas travailler. Ah ouais. C'est l'amour de l'homme qui permet au chien d'être au service de l'homme. Et pour les sauts, c'est pareil. Je mets un maximum de motivation dans la nature. Alors tout ce qui est bon à franchir, à traverser, à sauter, etc., je m'en sers. Donc étant, je vous dis, en bordure de forêt, c'est super, on a des barrières, on a des sauvages, on a plein de choses. Et le chien prend énormément de plaisir à sauter. Alors moi par contre je fais sauter pour sauter. Et il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de balle, il n'y a pas de boudin, il n'y a pas de choses comme ça. Le chien saute vraiment pour l'amour du saut. Je ne récompense jamais sur les sauts parce que là encore une fois, si un jour le chien comprend que le concours, il a le droit, il a pas de récompense, mais qu'il a une récompense à l'entraînement, mais oh là là, on commence à partir dans des trucs là qui, c'est pas pour moi tout ça. Donc je fais sauter le chien parce qu'il aime ça et que moi j'aime aussi le voir réaliser des performances. On est ensemble, c'est une symbiose et on s'éclate tous les deux. En fait, voilà, tout part d'une motivation. Quand le chien est petit, il faut le motiver beaucoup, beaucoup. Et surtout, le comprendre, quand il y a un échec, en fait, il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'on a mal appris? Ça arrive hein, parfois qu'on n'a pas réussi à faire passer un message pour que le chien capte ce message. Et il faut se remettre en question et retravailler. Parce que un chien de travail, que ça soit, bon, je ne vais même pas parler du berger belge qui a une caractéristique spéciale au niveau des sauts, il est vraiment fait pour ça, mais le berger allemand aussi d'ailleurs, mais il y a des chiens qui sont un petit peu moins avenants ou propices à réaliser des performances en tout cas, hein, parce on a vu, j'entends souvent des gens dire ah ouais mais le berger allemand de ça, moi j'ai vu des bergers allemands grimper à la palissade, vraiment des performances inouïes, hein. Donc il ne faut pas se réfugier derrière un faux prétexte. Un chien bien mis en place, motivé quand il est jeune, il réussit comme un autre. Après, les performances athlétiques, ça c'est autre chose. Il y a des races plus fortes que d'autres. Ça c'est les lois de la nature. Alors voilà, quand j'ai une cohérence d'obéissance, de saut, de mordant, mais ensuite, je mets tout ça ensemble et là, par contre, je vais sur le terrain et on commence à travailler point par point les exercices. Alors, selon la discipline choisie ou préférentielle du chien, hein, parce qu'il y a des chiens qui vont être meilleurs en mode ring, d'autres en ring, d'autres en campagne, d'autres sont capables de tout faire. Voilà. Bon, ensuite, on travaille et c'est très bien comme ça. Cette façon d'appréhender chaque point de travail par rapport à l'exercice est très très importante. Je me rappelle que cette motivation de saut, et je commence à la mettre en place sur le terrain que quand la motivation est presque débordante. Vous voyez jusqu'où ça va hein, pour mettre en place les sauts. Alors les gens vont toujours vous dire oui mais est-ce que tu n'as pas peur de les anticiper, tout ça. Non, non, non. Il n'y a pas de risque. Une fois que le chien est mis avec la trompette et il est mis en place avec une position appropriée, non, il n'y a pas de danger. Au contraire, il est content d'être cadré et de pouvoir s'exprimer correctement. Alors ensuite, il y a la technologie du saut. Par exemple, je voyais souvent des gars à l'entraînement regarder mon saut de fossé. Alors j'avais un saut de fossé artisanal. J'avais celui donc, que vous avez vu en photo sur le film d'avant, qui était à la fin de mon terrain. Et j'en avais construit un autre avec 2 poteaux télégraphiques. J'avais fait des encoches pour pouvoir mettre les barres en plastique. Et ces 2 poteaux télégraphiques, devant, j'avais cloué une réglette blanche, hein, comme sur un terrain, mais ma clé était dessous. Si bien que quand je débourrais mon saut en longueur, je tirais la clé selon les performances du chien, jusqu'à arriver au bout, et ensuite je la mettais dessus. Ce qui veut dire que mes poteaux faisaient 4 mètres. Hein. Ce qui veut dire que quand la clé était dessus, le chien sautait beaucoup plus loin que 4 mètres. Donc ensuite, on n'avait plus qu'à étirer un petit peu la performance pour arriver vraiment à un très beau saut en longueur.
Et je me rappelle que sur ces motivations, qui sont presque même des hyper-motivations au saut, Alain Savignac avait été surpris une fois de voir une de mes chiennes arriver devant une haie et faire aller-retour, aller-retour, aller-retour. La haie faisait peut-être 1 mètre 10, toute seule. Lui, ça l'avait étonné. Il m'avait dit, mais vraiment, comment tu as fait pour avoir cette hyper motivation? En fait, j'ai fait ce que je vous explique là, hein. Mais bon, j'ai rien inventé, hein. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça dans le temps. Et si vous voulez, moi j'étais très fier déjà que Alain me fasse me félicite, hein, parce que c'est quand même lui le professeur, c'était pas moi. Et je me suis aperçu que sur certaines lignées de malinois, là, en l'occurrence la lignée dont je vous parle, c'était des badges REP. Donc lui, REP connaissait très bien parce que c'était son chien. Moi j'avais une lignée maternelle REP Quick et j'avais remis badge des loups mutins dessus, qui lui était un vrai bon sauteur. REP et Quick aussi d'ailleurs, c'était des chiens qui sautaient très bien, mais avec des formes de saut différentes. Donc il fallait un petit peu cadrer tout ça dans sa génétique pour qu'on ne se retrouve pas avec des chiens qui étendent, qui groupent, enfin, que ça devienne un méli-mélo. Tout ça, c'est un travail d'élevage, hein. Il faut que les éleveurs fassent aussi très attention quand ils étudient un chien sur les sauts pour voir exactement son potentiel, sa technique, voilà, si c'est le dresseur qui a bien travaillé, si le chien a un réel potentiel de saut, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose à mettre en place. Et au finish, quand on a un chien qui a des prédispositions de saut, qui est bien mené dès le départ, bah, il n'y a aucun problème ensuite pour avoir de belles réalisations sur le terrain. Voilà, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas encore une fois, il n'y a rien d'extrême dans cette méthode. Ensuite, sur le mordant, avec quelques techniques de base, de mise en place ou de choses comme ça, j'essaierai de vous retrouver des vieux films d'entraînement qu'on avait fait à l'époque pour vous montrer que même sur des cessations vraiment nettes, hein, le chien sort très vite, revient au pied, etc. On avait calé quelques techniques intéressantes selon le chien et aussi selon sa génétique. Par exemple, un chien comme Hiro. Hiro avait été finaliste en ring, il était vice-champion de France, hein. C'était un chien qui s'est éjecté à la cessation. Il s'est éjecté à la cessation sans... comment je pourrais vous expliquer ça? Il s'est éjecté à la cessation presque naturellement. Frédéric Matuzac donc l'entraînait. Il faisait tous ses rappels au boudin et au bâton. Mais alors, en plus, Hiro, c'était quand même un chien assez dur de caractère, donc il fallait toujours bien le maintenir sur une réglementation pas stricte, mais quand même ordonnée. Et coup de trompette, hop, il commençait déjà à se préparer pour la cessation. Frédéric, un coup de sifflet, il sortait, mais comme une balle. C'était impressionnant. On a eu beaucoup de chiens sur ces lignées-là qui s'éjectaient naturellement, qui allaient très vite au pied, et dès qu'ils rentraient au pied, hop, ils repartaient à l'attaque. Donc on doublait en fait, on accentuait en fait le fait qu'ils reviennent pour repartir. On s'est aussi servi de ça parce que François Lelevier nous a montré aussi une autre technique au niveau de l'attaque à arrêter sur un atelier différent, où on devait vraiment travailler et l'attaque de face de cette façon et l'attaque arrêtée de cette façon. Et les chiens s'y prêtaient vraiment très bien. Et ensuite on a mis ça, on s'est dit peut-être que c'est la lignée qui est propice et peut-être que sur d'autres chiens ça va pas marcher, etc. Et non, parce que la méthode de François, le levier marchait super bien. Nous on avait un berger allemand qui s'entraînait avec nous. On a eu 2 bergers allemands qui s'entraînaient avec nous, qui étaient des origines complètement différentes, et ça fonctionnait aussi. On avait un Tervuren, ça fonctionnait aussi. Et on avait des malinois de lignées variées, dont on avait deux malinois purs belges, hein, à 100%, et eux aussi ça marchait très bien. Donc dès qu'ils revenaient au pied, qu'ils avaient une cessation nette, ils revenaient, ils se couchaient, ils repartaient, et ils se couchaient pour repartir. Et comme ça, on n'a jamais eu besoin, ne serait-ce que
tirer l'oreille du chien pour qu'il obéisse. Jamais. Roulez. Couché. Roulez. Roulez. Il est bien l'objet, hein. Putain. Couché. Couché, ton objet. Couché, ton objet. Tu vois, les déplacements de il y a 2 entraînements qu'il a vu seulement. Hier puis aujourd'hui. Il est bien sur son objet, hein, putain. C'est propre, ça décroche bien, ça sort bien, rapide ou pas rapide. Tu vois ? Parfait. C'est bien, c'est bien travaillé. Regarde. Oui, on est là. Hey, hey, tiens-le là. Du ronflier. Ah.
Viens, mon garçon. Viens. 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 Héroïque. Oui, il est beau, il est beau, il est beau. Ah, c'est à toi, ça. Très bien. Très bien. C'est là qu'il est fort, un peu comme ça. Quand il a le doute, tout de suite derrière, il arrive à faire Il compense, ce qu'il ouais. veut, Le chien, l'avantage, c'est que le chien est fort. Tiens, Et il est gai en plus, hein, il est pas stressé. il regarde son objet en continuant. Il faut que je vois. Non. Les mains, il faut seulement les faire voir. Couchez. Couchez. Petit. Très bien. Oui, Très léger, mais il il se t'emmerde. balade dans tous les... Mais il peut avoir des objets comme ça en concours. Hein. C'est sûr, oui. Pas bien. Parce que quand c'est un bidon plat, il est plus placé. Tu vois. Ah, bien sûr. On va pas perdre de temps. Hein. On va chercher à boire. Normal, on a travaillé en long. Héroïque. Héroïque.
Non. Tout près. Voilà. Hiro, halte. Hiro, halte. Hiro, halte. Couché. Garde. Tout près. Eh bien, Manu. Bien ça. Passe. Latéral, gentil. Attaque. Très bien. Attaque. Attaque. Bien. Voilà. C'est bon, Fred.